Chers amis de TV Liberté, nous filons au cinéma et nous avons, avec Maxime Gabriel, bonjour Maxime. Bonjour chère Anne. Comme toujours, et nous retrouvons avec bonheur nos douces habitudes. Et nous avons un nouveau compagnon que nous saluons, Frédéric Pic, qui nous accompagnera à chaque fois qu'il le pourra et qu'il sera de passage à Paris. Je vous fais un petit portrait. Il est passé de Skyrock à l'Action française en passant par Mondévy. Il a tout de même participé à 24 festivals de Cannes, 14 festivals du cinéma de Deauville, ce que nous n'avons pas fait ni l'un ni l'autre. Donc nous sommes très impressionnés. Merci Frédéric d'être des nôtres. Et vous allez nous parler d'un certain nombre de films. Il va être question dans cette rubrique de Winter Sleep, d'Hippocrate, des combattants, de Party Girl et enfin des Cristeros qui sort en DVD et que vous pouvez trouver à livresenfamille.fr. Alors, les bons films d'abord, si vous en êtes d'accord. Ah, tout à fait d'accord. Alors, la Palme d'Or de Cannes. Honneur à vous, voilà, Frédéric Pic. Alors, c'est étonnant, une Palme d'Or qui soit visible. Oui, c'est étonnant et en même temps, est-ce qu'elle est visible? Je pense que commercialement parlant, elle n'a même pas trop d'avenir parce que 3h16, c'est quand même très long. 3h16, mais alors... Il faut reconnaître que c'est quand même très long, oui, et qu'il y a peu de gens il faut qui sont le temps, capables et puis de en supporter. hiver, quand il neige dehors. Oui, mais maintenant c'est un film magnifique, mais je crois que c'est pas un film commercial. D'accord. Ce qui correspond très bien à Cannes, qui a toujours cherché à avoir des films spéciaux, mais quelquefois des films très spéciaux, hein, même assez brutaux. Là, il a récompensé un très bon film. Quelle est l'histoire? Alors l'histoire, c'est un homme qui est un homme de théâtre, qui est là, qui se retrouve en Cappadoce. Et il n'a justement pas insisté sur la beauté des paysages de la Cappadoce, que j'ai eu la chance de faire 2 fois, c'est magnifique. Mais il n'a pas trop insisté là-dessus, même si la photo est absolument magnifique. Et ses relations avec les voisins, parce qu'il est jalousé. C'est un homme qui est solitaire, qui écrit, qui a des problèmes avec sa femme. Et c'est là qu'on voit d'ailleurs une merveilleuse scène avec sa femme, qui est à mon avis une scène à la Bergman, qui est absolument sublime. Il y a beaucoup de choses sublimes dans ce film, mais c'est un déroulement qui est quand même assez long, 3h16, et c'est la vie d'un homme de théâtre qui a pris sa retraite d'une certaine façon, et qui vit dans une société avec des gens qui le jalousent, avec ses problèmes familiaux. Pour moi, ça a été un enchantement, même si ça se déroule d'une façon assez longue. Mais Bergman aussi a fait des films fabuleux qui sont lents. Vous avez dit le mot essentiel, les images sont belles. Et c'est quand même tout de même pour ça qu'on va au cinéma. Voilà, il ne faut pas oublier que c'est le visuel avant tout, mais les dialogues sont aussi extrêmement intéressants. Et vous savez que vous avez des films qui sont merveilleux sur le plan d'image, qui sont complètement gâchés par des dialogues absolument nullissimes, comme on en a de temps en temps en France. Oui, absolument. Bon, alors, Winter Sleep, que l'on eût dû traduire par sommeil hivernal, sommeil d'hiver. Sommeil d'hiver, oui, mais alors ça... Il y a une loi, je crois, n'est-ce pas? Non, la loi Toubon n'est absolument pas appliquée. Oui, de toute façon, même vous vous baladez dans Paris, vous voyez des devantures de magasins, China, etc. J'aime bien le rappeler à chaque fois. J'aime bien rappeler que certaines lois ne sont pas appliquées, parce qu'on nous bassine quand même quand on dépasse d'1 km/h la vitesse. Tout à fait. La sanction tombe. Ah, mais là, vous êtes une criminelle. Attention. On pourrait quand même... Eh bien, là, on assassine la langue française. On pourrait très bien ces gens-là sont des criminels aussi. Oui, mais les critiques cinéma, s'ils disaient, quand il y a un film américain où on ne fait plus la traduction comme on le faisait avant, d'ailleurs je me souviens qu'il y a une dizaine d'années, on demandait quelquefois aux critiques, donnez-nous des idées de traduction. On ne fait plus la traduction et on balance le titre américain. Si les critiques de cinéma disaient à la Fox ou Columbia, on ne va pas voir votre film, il reviendra en arrière. Seulement, on se laisse toujours faire. Vous avez tout à fait raison. Merci Frédéric Pic. Et vous, Maxime, un film que vous nous invitez à voir? Alors, évidemment, Winter Sleep, bon, effectivement, c'est très beau, c'est très lent, peut-être un petit peu trop lent pour moi. Enfin, je pense qu'on aurait pu se résumer à 2 bonnes heures, ça aurait déjà été suffisant et peut-être que commercialement, ça aurait mieux marché. Moi, je me demande si parfois, certains ne font pas exprès d'avoir un film très long, justement pour qu'il soit par essence non commercial, puisque de toute façon, il ne peut être diffusé qu'à certaines heures et dans certains cinémas. Et donc vous n'allez pas le voir. Oui, il est long, donc pas commercial. Je me demande si c'est pas parfois un argument
argument artistique. Je fais un film long parce que mon film n'est pas commercial, alors que parfois le propos peut tenir quand même en moins de temps. Bon. Mais vous avez été séduit aussi par les images. On est forcément séduit par les images, par cette histoire. Et puis cette histoire, moi-même je ne suis pas un vieux comédien à la retraite, hein, évidemment, mais ça parle à tout le monde parce que finalement on se dit tous qu'il y a un moment ou une période dans sa vie, ou même à chaque moment de sa vie, où on fait un petit peu un point, on prend du recul, et c'est ça. Ce que fait ce monsieur. Finalement, il ouvre une parenthèse. Moi, je ne dirais pas Winter Sleep, je ne dirais pas un sommeil d'hiver, mais pour moi, c'est presque, vous savez, comme les animaux qui hibernent. C'est plus une hibernation avant un éventuel retour. Très bien, très bien. Un film qu'on peut peut-être revoir, qu'on n'a pas cité, mais qui était excellent, c'est Eva, qui repasse au cinéma en ce moment avec la merveilleuse Jeanne Moreau, qui est donc un film en noir et blanc, donc pas du tout commercial. Mais c'est un film très ancien. Un film très ancien, un film qui se passe à Venise, une histoire d'amour évidemment tragique, avec des hommes machos, des femmes pas si soumises que ça, et du drame. Mais je pense qu'on peut largement le revoir, et ça vaut beaucoup de films qui sont au cinéma en ce moment, parmi lesquels on peut éventuellement parler de Party Girl. Party Girl qui est un film, je ne dirais pas affligeant, mais un film qui fait peur. Alors qui fait peur non pas parce que c'est un film d'horreur, il n'y a pas de monstres qui sortent, malheureusement, il n'y a pas besoin de monstres pour avoir peur. J'ose même pas dire que c'est une satire sociale, parce que c'est effrayant, c'est-à-dire qu'on plonge dans la plus grande misère sociale de ce pays. Alors en plus avec une dimension psychologique qui est quand même très percutante. Alors c'est aussi un film. C'est aussi un film qui a été remarqué à Cannes. Hein, c'est le comment on appelle ça, pas le code, enfin l'étiquette, un autre regard. En général, on s'attend au pire quand on a un autre regard. Alors au début, je m'attendais à une histoire avec une sexualité débordante, etc. Bon, c'était réussi, puisque l'histoire est la suivante. Donc on suit une dame qui est une femme de cabaret, alors pas cabaret au sens Moulin Rouge, hein, mais au sens bar à hôtesse, hein, c'est-à-dire qui fait boire les hommes et qui est payée au bouchon. Voilà, alors une dame qui a au moins une 60aine d'années, qu'on voit très marquée, très simple. Au moins 60 ans. Le tout se passe aux environs de Forbach. Elle est surtout très abîmée par la vie, la pauvre. Très abîmée par la vie et par l'alcool et par la cigarette. Ça se passe à la frontière de la Moselle et de l'Allemagne, donc vous avez un passage permanent du français à l'allemand. Et cette femme rencontre un de ses clients qui lui propose de l'épouser, qui est un mineur en retraite, qui là-bas fait presque figure de businessman qui a réussi. Hein. Il a même une grande maison avec 2 chambres, rendez-vous compte, et un bout de jardin. Et cette dame essaye de reconstituer auprès d'elle sa famille, de la rapprocher pour fêter son mariage. Et donc on est dans ce qu'on pourrait appeler des bidonvilles, enfin dans vraiment quelque chose d'affreux, avec des accents affreux, des gens qui sont au RSA, etc. Enfin, c'est vraiment un portrait en creux de la France d'en bas, hein, cher à Monsieur Raffarin. Vous voyez des gens obèses, vous voyez des gens à l'américaine qui s'appellent Kelly, qui s'appellent Cynthia, qui s'appellent je ne sais comment. C'est très triste. Alors en même temps, et même tous les paysages sont traités d'une façon dramatique. Il y a des moments où elle est dans le train, vous voyez des enfilades de graffitis, de hauts fourneaux, etc. Tout ça est affreux. Alors, on pourrait s'attendre à ce que ce soit juste un portrait social et presque une dénonciation de cette France miséreuse, mais heureuse quand même, vous voyez, mais évidemment très éloignée du regard parisien. Et puis, quand on se renseigne un peu, on comprend qu'en fait, il y a un des fils, celui qui habite à Paris, qui s'en sort mieux. D'ailleurs, c'est le seul qui a un phrasé à peu près correct. Et ce fils-là est en fait le réalisateur du film, un des réalisateurs du film. Il a filmé sa propre famille, d'après une histoire qui est grosso modo l'histoire de sa propre mère. Et donc ce ne sont pas des acteurs, ce ne sont pas des acteurs, ce sont les vrais gens qui jouent leur propre histoire. Et donc ce monsieur va nous montrer l'histoire de sa propre famille, qui est quand même effrayante. Hein, le moment clé étant le moment où la mère va retrouver, puisqu'elle avait une vie quelque peu non conforme, je dirais, enfin en tout cas assez, qui sort des sentiers battus, et sa fille lui avait été retirée, une de ses filles, par les services sociaux. Elle va retrouver cette fille qui s'appelle Cynthia, qui va faire quelque chose de sa vie, puisqu'elle est en CAP de prothésiste dentaire, donc elle réussit par rapport à tous les autres. Alors on sent beaucoup d'amour, hein, au sein de cette famille, évidemment
évidemment, c'est dramatique, c'est-à-dire que le mariage finira par se faire sans être consommé. C'est tragique. Voilà. On va dans, je dirais pas les bas-fonds au sens où c'est pas le Bronx non plus, mais c'est vraiment un portrait, je pense, de la France d'en bas, mais de ce qu'on peut trouver de plus affligeant, de plus déculturé, de plus désocialisé de la France d'aujourd'hui. Un documentaire en quelque sorte, presque. Eh bien, presque un documentaire. Et vous, Frédéric Pic? Pour reprendre l'expression, les bas-fonds, il y avait un très joli film de Kurosawa qui s'appelait Les bas-fonds, on en est loin. C'est effectivement pour moi nauséeux, voire nauséabond, puisque c'est un terme qui est très à la mode. Je ne vois absolument pas l'intérêt de ce film. C'est cradingue, non, c'est vraiment désastreux. Quand vous parliez de Cannes, ça s'appelle Un certain regard. Pour moi, c'est un regard incertain qui juge ces films. Et puis, le cinéaste n'a peut-être pas le don de Kurosawa pour... Oui, non, voilà. c'est à éviter. La photographie est très mauvaise. Moi, j'ai failli partir au moins une dizaine de fois quand on ne rit pas purement et simplement. Enfin, tout est cradingue, tout est sale. C'est sale. Ouais, c'est très actuel, c'est très tendance. Oui, ça fait partie de vous avez vu films. Vous avez vu les publicités, vous avez vu les critiques, ils sont dithyrambiques. Ah ben oui, automatiquement. Ils sont dithyrambiques. Heureusement, TV Liberté est là pour vous éviter de tomber dans le cradingue. Moi, je vais vous inviter à voir Les Combattants. Ça se passait dans ma ville et j'ai eu envie d'aller le voir. C'est une histoire étonnante. Madeleine est une pauvre petite fille riche, 17 ans, 18 ans, et elle veut faire une préparation militaire pour intégrer un régiment de parachutistes. Et elle a le look de Marion Cotillard, vous savez, dans ce film où elle se fait dévorer la jambe. Elle est assez belle. Et elle entraîne un jeune garçon qui, bien évidemment, devient fou d'elle. Alors les voilà partis dans cette préparation militaire, et puis arrivent des événements, je n'en dis pas plus parce que je ne veux pas abîmer le sujet, mais c'est quand même très amusant. On les voit en train d'essayer de survivre loin de la civilisation dans la forêt. Alors c'est très tendance, ça aussi, le survivalisme. Et alors on apprend qu'il ne faut pas manger du renard parce que ça vous rend malade très très gravement. C'est un film pratique. Quand le pays aura été définitivement ruiné et que nos téléspectateurs vont survivre, ils sauront qu'il ne faut pas manger de renard. C'est quand même assez... le dialogue est très bon. Les deux personnages sont intelligents et sympathiques. On a envie de les aimer. Le dialogue est très restreint, c'est très jeune, contemporain. Il n'y a pas plus de 3 mots dans les phrases. Donc, en cela. Mais il y a quand même beaucoup d'humour. La première scène est inouïe d'humour. Et si, on peut le voir avec des grands ados et des jeunes, s'il y a une discussion après le film, on n'a pas perdu son temps et on a passé un bon moment. Voilà. Mais ça je suis tout à fait d'accord avec vous, ma chère Anne, c'est la question de la discussion après le film. Parce qu'on voit de plus en plus de films qui ne suscitent aucune discussion, aucune interrogation, aucune émotion artistique. Et c'est assez dramatique. Alors évidemment, on n'a pas parlé de tous ces films absolument pathétiques qui sont sortis, Lucie de Luc Besson, etc. Qui sont des films qui ne sont pas des films en fait. Ce sont... c'est des matraques à sensations, je dirais. Des matraques à sensations. Oui, du pur visuel, des effets spéciaux. Voilà. Mais c'est vrai que les jeunes maintenant, pour eux, le cinéma, c'est du pur spectacle. Le cinéma débute avec Le Grand Bleu de Luc Besson, pour ceux qui ont un peu de culture cinématographique des jeunes. C'est pour ça qu'on ne saurait trop recommander, même si c'est faire un peu de parisianisme, mais maintenant, dans toutes les grandes villes, il y a aussi des cinémas d'art et essai. Et il y a un festival du film noir. Absolument, du film noir avec du Dmitri, avec du Hitchcock, avec Les Amants de la Nuit de Nicolas Ray, qui est sublime. Donc, du 3 au 16 septembre, pardon. Et il faut absolument, si on parle aux jeunes, qu'ils aillent voir les vieux films. Bien sûr. Et puis, un dernier mot, Hippocrate
Vous l'avez vu tous les deux? Oui, nous ne sommes pas tout à fait d'accord. C'est ce qui fait l'intérêt. Voilà, je crois que je l'ai plus aimé. Parce que le metteur en scène, comme je vous l'avais dit, c'est quelqu'un qui a fait ses études de médecine parallèlement. Il a fait qui est aussi cinéaste, oui. Donc, il a fait les deux en même temps. On se demande si c'est un réalisateur qui exerce ou c'est un médecin qui fait de la réalisation. C'est son second film. Plongé dans le monde médical. Plongé dans le monde médical. Hospitalier. Il était tourné dans l'hôpital où il avait travaillé. Vous pouvez vérifier que tout est vrai, c'est-à-dire quand ils prennent un instrument, c'est vrai, etc. Donc, je trouve que c'est bien joué, contrairement... Oui, moi, j'ai pas du tout aimé l'acteur principal, pour être tout à fait honnête, que j'ai trouvé assez peu expressif. En revanche, c'est plutôt bien joué, ça sent la vérité, mais pour moi, c'est pas tellement un film sur l'hôpital, c'est plutôt un film sur le népotisme. En réalité, on a ce jeune médecin dont le père est chef de service, qui va travailler dans le service de son père, qui est un jeune médecin qui est complètement dépassé par les événements, qui va faire un certain nombre d'erreurs, qui sont d'ailleurs discutables, hein, c'est pas forcément des erreurs, et il sera protégé par son père, surprotégé même. Donc le père, au lieu de montrer l'exemple et d'assurer la droiture de ce que doit être un bon médecin, père Jacques Gamblin, et celui qui va porter la responsabilité de ça, c'est celui qui fait office d'interne, qui est en fait un médecin étranger qui va payer, si j'ose dire, les pots cassés. En plus, il y a une accusation politique. Une accusation politique. La dimension. Ça sent le film un peu socialiste, peut-être, non? C'est assez engagé. Alors, c'est assez engagé, mais non, ça n'est pas manichéen. C'est pas non plus manichéen. Et il balaye quand même, excusez-moi, mais il balaye quand même plusieurs choses, parce qu'on voit aussi la misère de l'hôpital, parce que s'il a fait une erreur, c'est parce qu'il n'a pas fait d'électrocardiogramme, seulement l'électrocardiogramme était en panne, parce qu'il y a des manques de moyens. Il y a des hôpitaux où ça existe, ça. Donc il balaye un certain nombre de choses, pas tout, mais je pense que c'est un film à voir, une forme de réalité. L'acharnement médical. Voilà, l'acharnement médical, la loi Leonetti, elle est abordée, on peut dire oui ou non la façon dont il la traite, mais c'est abordé, c'est intéressant. Je pense que c'est un film qui fait réfléchir. C'est un film à l'issue duquel on a une conversation. Moi, j'y suis allé avec un ami, et à la fin, on a passé le dîner à parler de ce film, de la situation de l'hôpital et donc de politique, de santé, etc. Donc finalement, même si pour moi le film n'est pas extraordinaire, c'est un film qui sonne juste et qui a au moins le mérite de poser des questions. Je voudrais moi conclure comme vous dites, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on va voir un film avec des amis, si on n'a rien à se dire à la sortie, c'est que c'était pas un bon film. C'est que c'est mauvais signe, absolument, absolument. Alors, nous avons parlé de Winter Sleep, nous avons parlé d'Hippocrate, des combattants, d'Eva et Party Girl. Et nous vous rappelons, si vous découvrez TV Liberté, que nous avons beaucoup parlé au printemps du film Cristeros sur le martyre des chrétiens mexicains au début du siècle. Eh bien, ce film sort en DVD, donc achetez-le sur Internet, livresenfamille.fr, et montrez à vos familles, à vos enfants, ce qui est arrivé au Mexique. C'est un film magnifique. Nous profitons de votre présence pour vous écouter, Frédéric. C'était un beau film. J'aurais une petite réticence dans la mesure où il accentue un petit peu trop le côté dramatique, il reste un petit peu trop longtemps dessus. Il aurait pu le faire un petit peu plus court. Oui, mais enfin, le martyr, on comprend que le martyr surtout un martyr dont on n'a pas voulu parler, c'est toujours pareil, là, le mémoricide étant en étant pas dedans. Donc il a appuyé un petit peu, mais laissons passer ce petit appui peut-être un petit peu. C'est un très beau film, très bien interprété, et c'est vraiment une belle saga. Démonstratif. Très démonstratif, une belle saga. J'ai vu le film qui est tiré de La puissance et la gloire que John Ford a fait, qui s'appelle et c'est vrai que c'est un film là qui est beaucoup moins démonstratif. Et on voit la différence entre j'ai envie de dire un film d'auteur, John Ford, et le film. Mais je reviendrai. La puissance et la gloire de Graham Greene. Oui, mais il ne s'appelle pas La puissance et la gloire. Non. Mais de toutes les façons, nous allons en reparler parce que vous allez regarder la vidéo, Maxime, Gabriel, et nous en reparlerons. Amis de TV Liberté, pour cette rubrique L'art en beauté, je vous donne un trésor que j'ai découvert dans un petit port breton qui s'appelle Sainte-Marine, en face de Bénodet, sur l'Audet donc. C'est un peintre et il s'appelle Lucien Simon.
et je vous laisse le découvrir tout de suite. Avec nous, pour en parler ce matin, la famille de Lucien Simon, son petit-fils Dominique Boyer. Bonjour monsieur, merci d'être sur ce plateau. Son arrière-petit-fils Martin Boyer, tous deux fondateurs et présidents de l'association des amis de Lucien Boyer de Lucien Simon, et un homme de l'art, un professeur chargé de cours à l'école du Louvre, Maximilien Ambroselli. Bonjour. Bonjour, pour nous dire en quoi cette œuvre, au-delà de l'admiration instinctive que l'on aura pour elle, en quoi cette œuvre est grande. Alors, Dominique Boyer, peut-être à vous l'honneur, puisque vous avez connu ce grand-père merveilleux, de nous en faire un petit portrait. Je suis en effet un des rares témoins de Lucien Simon, qui était mon grand-père, et dont j'ai suivi beaucoup le travail quand j'étais enfant ou adolescent. Alors, c'est un peintre original en ce sens qu'il n'a pas suivi les cours de l'école des Beaux-Arts, il s'est formé lui-même, il s'est formé assez lentement parce qu'il était difficile avec lui-même et qu'il trouvait que ses premiers travaux ne valaient pas la peine d'être... Il était hésité longtemps entre la littérature, il fréquentait beaucoup d'auteurs de cette époque, et la peinture. Et puis, je le dis maintenant puisque je suis à côté d'un descendant des Vallières, c'est au cours d'un service militaire où il a trouvé un camarade qui s'appelait des Vallières, qu'il a finalement décidé sa vocation. Pourquoi ? Simplement parce que ils sont tous les deux trouvés admirateurs de la couleur du ciel pendant un exercice militaire. Donc cette commune appréciation de la lumière du ciel, les a amenés à se connaître et à poursuivre ensemble, au moins au départ, une carrière qui les a menés l'un et l'autre jusqu'à un âge avancé de l'ordre de 85-86 ans. C'est une très jolie présentation. Martin, pouvez-vous nous donner ces dates, les dates de Lucien Simon? Il est né à Paris et mort en Bretagne, à Sainte-Marine, en 1945. En octobre. Alors, une grande actualité, parce qu'il est exposé jusqu'en Chine. Oui, en effet, après une certaine période d'oubli, il est revenu sur le devant de la scène et plusieurs expositions aujourd'hui permettent d'admirer certains de ses tableaux, notamment en Chine, vous avez raison. Une grande exposition en Chine consacrée à un maître chinois qui s'appelle Zhu Beihong, est consacrée au maître et à ses maîtres, parmi lesquels Lucien Simon. Dont deux tableaux sont présents dans cette grande exposition qui tourne entre Pékin, Zhengzhou et Shanghai, et dont on espère qu'une partie en tout cas pourrait venir à Paris. Une autre exposition actuelle montre une œuvre de Lucien Simon à Paris, au Petit Palais. Ce sont deux jeunes filles dans un escalier, en bonne place, entre Cézanne, Monet et d'autres, au Petit Palais, Paris. D'autres expositions encore cette année ont eu lieu, notamment à Perros-Guirec, consacrée au Rocher de Bretagne, et une autre à Saint-Omer, je crois. Au Fawet. Et il y a des tableaux de lui dans les grands musées. Et il est à New York. Il a été acheté beaucoup par des collectionneurs américains dès 1904, je crois. Absolument, vous avez raison. En 1904, il y a eu une grande manifestation artistique annuelle à Pittsburgh, organisée par le Carnegie Institute. L'a consacrée dès ce moment-là, et une de ses plus belles œuvres, appelée Soirée dans l'atelier, a été exposée et tout de suite achetée par le musée lui-même. Et elle est donc aux États-Unis depuis 1904. Et cette toile a eu une vie mouvementée. Oui, donnez-nous ce détail extraordinaire que vous avez appris. Aux États-Unis, contrairement à ce qui se passe en France, les musées peuvent
vendre et acheter des œuvres. Oui. Et le musée a vendu cette œuvre en 1978 à un grand financier américain qui l'a installé dans son bureau. En haut des tours du World Trade Center. Des fameuses tours. Et donc, ce tableau a été considéré comme perdu dans l'attentat. Jusqu'au jour où, grâce à la visite d'un conservateur américain, on a appris que ce tableau avait été vu récemment chez quelqu'un qu'on a contacté aux États-Unis et qui a confirmé qu'effectivement l'épouse du financier avait réclamé ce tableau. Et avait réussi à convaincre son mari de lui rendre ce tableau qui en est jusque-là son bureau, et donc qui a échappé à 15 jours près à l'attentat du 11 septembre. Oui. Donc ce tableau a survécu, et c'est une chance pour nous tous, parce qu'on pourra enfin le voir, même si pour l'instant il est encore dans une collection privée à New York. Alors, Maximilien Roselli, votre admiration pour Lucien Simon, vous l'exprimeriez comment? Peut-être d'abord une perspective de son œuvre. C'est très intéressant qu'on parle de ce tableau, hein, justement, la soirée dans l'atelier, puisque je dirais que c'est la première œuvre qui m'a profondément frappé, la première œuvre de Lucien Simon qui m'a frappé de par sa qualité, et puis surtout, c'est une œuvre d'un format monumental, hein, on a du mal à l'imaginer, mais c'est une œuvre de 4 mètres long sur 2,80 mètres de haut, c'est un format de peinture d'histoire. C'est un classique dans l'œuvre des peintres, l'atelier. Oui, alors justement, là c'est une dimension de l'atelier, c'est l'atelier effectivement, mais souvent l'atelier dans une dimension de, je dirais, de travail, une atmosphère de travail. Oui. Là, ce n'est absolument pas le cas, puisqu'on est face plutôt à une soirée, à un moment de détente, et les personnages qui sont présentés sont l'entourage très proche du peintre qui ne s'est lui-même pas représenté dans son propre atelier. Il y a des musiciens. Et il y a en fait uniquement des peintres. Hein. Il y a un pupitre de partition, j'ai vu dans un coin, non? C'est peut-être pas ce tableau-là. Effectivement, il y a, si vous voulez, on est face à des peintres qui sont profondément érudits. On peut les citer. On a Édouard Saglio, André Saglio, bien sûr, et surtout Georges Desvallières qui est assis et qui est effectivement mon arrière-grand-père. Et c'est cette peinture qui m'a frappé et qui témoigne de cette proximité entre les deux hommes qui est fait, comme le précisait Dominique, se sont rencontrés au service militaire. Et Desvallières a une importance puisque à ce moment-là, Lucien Simon hésitait entre une carrière littéraire ou artistique, et Desvallières l'a aiguillé vers la peinture. Et ensemble, ils ont pu travailler avec d'autres peintres qui sont aussi représentés dans ce tableau, qui sont Charles Cottet, qu'on voit avec sa barbe rousse, René Ménard. Il y a aussi des liens avec Maurice Denis. Et alors effectivement, des liens avec Maurice Denis qui se feront, je dirais, un petit peu plus tard, un peu plus tard, surtout dans l'entre-deux-guerres. Alors, les autres œuvres de Lucien Simon, c'est la vie de famille avec les enfants, les jeux, Il fait partie typiquement de ces peintres jugés intimistes par la critique. C'est des peintres qui vont se plaire à représenter leur propre intimité. Voilà. Et au lieu de choisir des grands sujets érudits, symbolistes ou même d'histoire, ils vont représenter leur propre histoire et leurs entourages. Et effectivement, Lucien Simon fait partie de ces peintres. Comme Renoir, comme Berthe Morisot. Tout à fait. Oui. Cette révolution du sujet avait été, je dirais, déjà amenée par la génération impressionniste. Oui. Mais ces peintres-là vont continuer dans une description encore plus précise, introspective de leur intimité. Et puis, il y a une autre partie de cette œuvre que j'aime infiniment, c'est cette évocation de la Bretagne, la Bretagne religieuse, la Bretagne travailleuse, la Bretagne venteuse. Il faut savoir qu'on est avec Lucien Simon face à une personnalité profondément indépendante. Et il va découvrir la Bretagne après son mariage en 1891 avec Jeanne Daucher. Et lors d'un voyage, il va être profondément frappé par cette région. On a du mal à l'imaginer, mais la Bretagne à la fin du 19e est une région encore jugée très primitive, qui est à l'écart de la révolution industrielle. Il va découvrir du coup un peuple très primitif, en même temps très digne, très travailleur, et il va vouloir le décrire. Ancré dans ses traditions. Ancré dans ses traditions. Terme primitif. Primitive. Alors c'est un terme qui était employé par les peintres en réalité. Hein. Paul Gauguin et Émile Bernard eux-mêmes avant s'étaient intéressés à ces régions-là. Lucien Simon, lui, s'est intéressé à une région encore plus la pointe du Finistère, vraiment le fin fond de la Bretagne. Parce que quand on voit l'élaboration des costumes bretons, on ne pense pas tout à fait à
au mot primitif, oui, c'est ça que je veux dire. C'est des costumes effectivement traditionnels, très beaux, très élaborés, très colorés, c'est ce qui a plu et ce qui a frappé aussi Lucien Simon. Et son but était du coup de montrer à un public parisien qui n'en avait pas connaissance ce peuple lointain et pourtant compatriote, c'est les Bretons, dans leur tradition. Extrêmement bretons, des visages très, très typés, des yeux, des visages ronds, des pommettes hautes, avec ses coiffes fabuleuses, et puis les bateaux. Et puis la mer, bien sûr. Les bateaux, les clochers. Donc voilà. Donc, est-ce que vous pourriez nous faire peut-être un gros plan sur quelques tableaux que vous aimez particulièrement ? Eh bien, on a effectivement évoqué la soirée dans l'atelier, qui est un tableau, on a du mal à l'imaginer, mais il faut savoir que le musée américain de Pittsburgh l'avait acheté presque au nez à la barbe des institutions françaises. Oui. Et puisque c'était un tableau... jeu pour eux, d'acheter au nez et à la barbe. C'était un petit peu un jeu déjà à l'époque et un peu avant aussi. Un vieux jeu. Un vieux jeu. Mais ça, c'est un tableau, je pense, assez majeur dans la carrière de l'artiste. Il a, très tôt, il y a un regard introspectif sur lui-même qui est très intéressant. Oui. Il y a un autoportrait de jeunesse qu'il a réalisé à l'Académie Julian, puisqu'il est passé en fait par cette académie privée. Oui. Qui est à l'époque une académie privée qui avait le mérite de prodiguer un enseignement proprement académique. On parlait, qui concurrençait directement à l'école des Beaux-Arts. On parlait d'école des Beaux-Arts de la rive droite en parlant de l'Académie Julian, qui était passage des Panoramas à Paris. Et c'est d'ailleurs au sein de cette académie qu'il va rencontrer tout un cercle de peintres, qu'il va travailler aux côtés de Desvallières, qui était lui-même dans cette académie. Et il y a déjà ce premier autoportrait où on le voit au travail, ce jeune peintre un peu érudit qui se lance dans la peinture. Donc pour moi, ce premier autoportrait est très important dans son œuvre. Et je dirais, puisqu'on parle des autoportraits, ce regard introspectif, il va continuer en donnant... en se livrant quelque part dans ces autoportraits. Il y a un autre autoportrait qui date de 1909, qui est actuellement au Musée des Beaux-Arts de Lyon, où lui-même, l'artiste, arrivé à maturité, alors là on est face au maître du début du XXe siècle, celui pour lequel on organise des rétrospectives en Europe et aux États-Unis, à Venise, à Pittsburgh. C'est une personnalité de l'époque que Rodin considérait comme l'un des plus grands peintres français de son temps. C'est quand même quelque chose d'étonnant, et que la critique aussi unanimement reconnaissait comme l'un des grands peintres que personne n'oublierait dans les siècles qui viennent. Et il se représente, on le voit d'ailleurs maintenant, simplement dans son atelier, rentrant d'une soirée en costume de soirée, dans une attitude presque mélancolique, qui décrit un petit peu son caractère très inquiet. C'était quelqu'un de très travailleur, qui n'hésitait pas à retravailler, très exigeant avec lui-même, qui retravaillait longtemps ses compositions, qui donnait un sens très important au dessin, au cadrage, au contraste des couleurs. C'est une œuvre assez remarquable. Des visages d'enfants aussi. Tout à fait. De magnifiques portraits d'enfants. Exactement. Et puis alors des ciels. Ce qui me séduit toujours chez les peintres, c'est une chose que je regarde toujours en premier, ce sont les ciels. Tout à fait. Il y aurait je pense que ça doit être fait, une monographie sur les ciels des peintres, ceux de Ruisdael, ceux de... Non ? Mais la Bretagne est particulièrement... Et les ciels. Montre particulièrement des ciels extraordinaires. Nos ciels sont... Et très changeants, nos ciels mais sont toujours fabuleux. très beaux et très purs. Oui. Et alors, quel était le don de Lucien Simon pour ces ciels ? Ce sont des ciels tourmentés. Eh bien, je suis obligé de parler de ses influences. Il y a une personnalité qui l'a profondément influencé, qui l'a rencontré un peu avant sa mort, qui est Édouard Manet. Oui. Il a rencontré Édouard Manet, mort en 1883. Oui. Lucien Simon avait encore à l'époque 22 ans. Oui. Il était passé un peu avant sa mort dans son atelier et a profondément été marqué par la touche d'Édouard Manet. Et cela se ressent bien sûr dans sa peinture et dans ses traitements, bien sûr, des cieux qui sont absolument superbes et d'une touche proprement impressionniste, même si on ne va pas qualifier Lucien Simon d'impressionniste, puisque, je le rappelle, on est face à une personnalité profondément indépendante, qui ne va pas rentrer dans une école ou un groupe, même si la critique va se plaire à regrouper Lucien Simon et ses amis que j'ai cités tout à l'heure, Charles Cottet, René Ménard, René-Xavier Prinet, que je n'ai pas cité, mais qui est aussi représenté dans la soirée dans l'atelier, et regrouper tout ce groupe de peintres qui étaient des amis, qui exposaient dans un nouveau salon qui concurrençait le salon annuel
Annuel des artistes français, qui était le salon de la Société nationale des beaux-arts, qui permettait, je dirais, de s'exprimer plus librement pour tous ces jeunes peintres. Et la critique va se plaire. On est dans une époque aussi où la critique invente des écoles, invente des qualificatifs. Impressionniste est un terme satirique à l'origine. Oui. Ils vont regrouper, la critique va regrouper tout ce groupe de jeunes peintres sous le terme de la bande noire, puisqu'ils considéraient que ces sujets bretons, que traitait aussi Charles Cottet, étaient retranscrits souvent dans des tonalités assez sombres, ce qui est je dirais, à remettre en question pour la plupart des œuvres de Lucien Simon. Mais parce que je trouve ces tableaux éclatent de vie. Tout à fait. C'est pas du tout la Bretagne mortuaire. Bien sûr, certains costumes sont noirs à cause de la guerre. Les femmes ont décidé de ne plus jamais être en costume coloré après la guerre de 14. Mais il y a une vie, ne serait-ce que le bleu du ciel. Oui, tout à fait. Et puis il y a autre chose dont vous avez parlé, sont les voyages. Il a voyagé donc aux Pays-Bas et en Espagne. Ça, c'est très intéressant parce qu'il a rencontré les peintres. Il a rencontré, en fait, il y a eu des rencontres. Il a rencontré, c'était une image. Par le biais de la peinture, effectivement. Oui. Il a rencontré, du coup, en Espagne et aux Pays-Bas, 2 maîtres qui vont profondément l'influencer, qui sont Diego Velázquez, qu'il a pu voir au Prado, et au Rijksmuseum d'Amsterdam, Frans Hals. Oui. Et je dirais que c'est ce dernier qui a eu la plus importante influence sur Lucien Simon. Il faut aussi considérer que tout cela n'a à l'époque rien de classique. Si Lucien Simon s'intéresse à ses œuvres, c'est justement parce que cette œuvre est encore assez peu étudiée. Et Frans Hals, à la fin du 19e, est à nouveau présenté comme un maître à part entière, puisque Édouard Manet se référait lui-même à Frans Hals. Et ces 2 maîtres vont profondément l'influencer dans sa technique. Mais on voit qu'on n'est pas du tout face à un parcours académique. On n'est pas face à un artiste qui va privilégier l'Italie, qui était à l'époque, je dirais, le passage obligé pour tout peintre. Oui, oui. Et pourtant, il y a eu une rétrospective de son œuvre à Venise. Exactement. Un intérêt, en fait, de la critique d'art même italienne. Vittorio Pica en tête pour cette œuvre. Avec une belle œuvre qui est au musée de Venise. Et il y a une œuvre au musée de Venise. Ah, ça, oui. Laquelle ? La voile bleue. La voile bleue. Ou la barque bleue. La barque bleue. Et on va nous la montrer. Oui. Alors, il y a une association, l'association des amis de Lucien Simon, dont vous vous occupez. Alors, sur Internet, on tape luciensimon.fr. C'est ça. Et on vous rejoint. On admire, parce que vous offrez à la vue, donc chacun dans son salon, on peut parcourir toute l'œuvre de Lucien Simon. Oui, c'est un site Internet créé il y a 4 ans par mon père Dominique, et qui a plusieurs vocations pour rendre accessible l'œuvre de Lucien Simon au plus grand public. D'abord, elle se consacre à l'élaboration du catalogue raisonné de ses œuvres, parce que Lucien Simon a beaucoup travaillé, a vécu longtemps, et donc il a beaucoup produit. Et ces œuvres sont dispersées aujourd'hui dans des collections publiques et privées dans le monde entier. Et c'est un gros travail de les retrouver, mais on y arrive. Le deuxième objectif de cette association, c'était de constituer ce site internet, qui est et puis d'enrichir ce site internet par des études sur le rayonnement qu'il a eu en tant que professeur. Oui. C'est une façon de montrer au public justement de très nombreuses œuvres. De le rendre présent. De le rendre présent. Et puis ce livre magnifique, Lucien Simon par André Cariou, aux éditions Palantine, qui est évidemment un grand bonheur à avoir dans sa bibliothèque et à regarder. Tout à fait. André Cariou qui a été longtemps le conservateur du musée des Beaux-Arts de la ville de Quimper et qui est un excellent spécialiste de Lucien Simon. Je dois dire que moi j'ai dans une chambre la récolte des pommes de terre, la reproduction, je dis modestement, la reproduction de la récolte des pommes de terre, et il me plaît de penser que c'est une de mes ancêtres. Absolument. Merci beaucoup à tous les 3 d'être venus nous présenter cette très belle œuvre de Lucien Simon, et revenez quand vous voulez à TV Liberté pour nous parler de cette actualité de Lucien Simon, et vous-même Maximilien Ambroselli pour nous parler des Vallières dès que vous voulez. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Chers amis TV Liberté, à tout de suite.
Chers amis de TV Liberté, nous avons invité pour cette première chronique de rentrée l'auteur d'un très grand livre, Pierre Delacote. Bonjour. Bonjour Anne. Ce livre s'appelle Apocalypse du progrès. C'est un livre inouï qui m'a donné vraiment beaucoup de bonheur. Ce n'est pas tous les jours que l'on a un certain nombre de pages aussi intelligentes, aussi profondes et qui nous apprend mille et une choses. C'est un livre qui dit, c'est une variation musicale sur le progrès, ses bienfaits, ses méfaits, l'idée qu'on s'en fait et l'autorité de faire du progrès. Pierre Delacote, expliquez-nous ce titre, Apocalypse du progrès, et la couverture étonnante aussi. Alors, merci beaucoup Anne, vous avez sans doute exagéré, mais non, jamais. D'abord, Apocalypse du progrès, progrès est avec un P majuscule. Oui. Donc il s'agit bien de l'idéologie du progrès, voilà. Ou du moins, ou peut-être du phénomène historique progrès, oui. Mais en tout cas, celui qui a son âge d'or au 19e siècle et qui est moderne, profondément moderne. C'est pour ça que la couverture... Voilà, la couverture fait référence à Jules Verne. Oui. Les fameuses couvertures illustrées de la collection Hetzel, oui. Ils sont l'apologie du progrès. Oui. Et c'est une époque où le progrès était triomphant. Alors aujourd'hui, on est revenu là-dessus, et donc on est dans l'apocalypse. Alors aujourd'hui, nous sommes dans la rançon du progrès. Il y a beaucoup de termes qui sont très intéressants, qu'il faut étudier, populaires. Oui. La rançon du progrès. On n'arrête pas le progrès, ben si, il faut l'arrêter. Oui. Mais pour revenir sur le mot apocalypse, vous savez que le sens étymologique, c'est l'apocalypse, c'est la révélation. Oui. Mais évidemment, le sens commun, c'est la catastrophe. Oui. Apocalypse now. Eh bien, ce que je veux dire, c'est à la fois ce que révèle de notre univers la série de catastrophes comme le réchauffement climatique qui, semble-t-il, sont en train de remettre en cause la notion même de progrès avec un P majuscule. Le réchauffement climatique, mais il y a plus grave et plus sérieux, l'épuisement des ressources naturelles, les pollutions majeures et autre chose. Vous analysez le progrès et ses réalités à différentes époques, dans différents pays et sous différentes religions. C'est dire l'ampleur de votre recherche. Le moment où le progrès semble réel et j'ai envie de dire maîtrisé, c'est le Moyen-Âge. Pourquoi ? Alors là, vous parlez donc du progrès. Le titre de mon chapitre, c'est le Moyen-Âge ou le progrès en soi. Mais le progrès a un P minuscule. Oui. C'est-à-dire qu'il n'est pas l'idéologie du progrès. Non. Les hommes du Moyen-Âge n'ont absolument pas la notion d'un sens de l'histoire orienté vers le mieux, sauf vers le mieux chrétien, bien entendu, oui. Mais absolument pas un progrès technique qui ferait le bonheur de l'humanité sur Terre. Et pourtant, ils découvrent mille et une choses. Beaucoup de choses. D'abord dans l'agriculture, ensuite dans tout ce qui tourne autour des grands ordres monastiques qui bien souvent améliorent considérablement les techniques agricoles, mais aussi artisanales, et voire industrielles, si l'on veut. Bien sûr. L'architecture. Il y a l'architecture, avec des progrès inouïs, qui paradoxalement sont peut-être plus innovant qu'à la Renaissance, puisque sous la Renaissance, nous voyons la floraison, un retour en arrière étonnant vers les formes qui ont déjà existé. Oui. Alors que la croisée d'ogives, c'est une création pure. Absolument. Une grande création pure de l'histoire de l'architecture. Oui. Donc on a des progrès, bien entendu, mais on n'a pas le progrès. Mais c'est aussi le moment où s'élabore, alors on ne va pas rentrer dans la théologie, mais tout un débat très complexe qui, à mon avis, est au cœur de l'histoire intellectuelle et de l'histoire tout court de l'Occident, autour des grands sujets théologiques que sont le libre arbitre et la grâce. Alors, avant de rentrer dans ce cœur de sujet, vous soulignez, et vous me l'avez appris, que déjà, l'Église dit attention au progrès. Pouvez-vous nous donner les exemples que vous donnez ? Alors, il y a de nombreux exemples de la manière dont l'Église, finalement, tente de rester dans un temps qui certes est orienté vers la Jérusalem céleste. Oui. Ça, c'est très important. Ça a toujours été la caractéristique du christianisme, depuis saint Augustin. Mais en même temps, elle cherche à éviter des choses qui finalement se sont développées avec le progrès et qui nous ont fait très mal. Premier exemple,
les armes. Oui. L'Église essaye d'empêcher les arquebuses et les arbalètes comme étant, si l'on peut dire, des armes de destruction massive. Alors, soyons clairs, on avait le droit de les employer contre les mécréants, mais pas entre chrétiens. Cela dit, si on avait évité de se battre avec des armes terribles entre Français et Allemands pendant les 2 guerres mondiales, ça aurait peut-être été mieux. Alors l'Église a donc tenté d'empêcher les armes qui lui semblaient inhumaines. Oui. Bon. L'Église a aussi, même si elle ne concevait pas ça par rapport au progrès, mais a essayé aussi d'empêcher ou de freiner considérablement le prêt à intérêt. Oui. C'est-à-dire l'idée que l'argent fait des petits en dormant. Oui. Et alors, le prêt à intérêt, finalement, était possible sous d'autres formes. Mais en réalité, l'idée qu'on doit avoir une rentabilité de l'argent, 15% aujourd'hui minimum, et qui est le moteur de la révolution industrielle et de notre monde, n'est pas conforme à ce que souhaite l'Église. Alors, il y a parce qu'elle en avait déjà compris probablement les dangers. Absolument. Elle avait compris que elle concevait, elle avait peut-être une prescience, mais qu'elle n'a pas su probablement expliquer, une prescience de ce que ça allait donner comme création de richesse, mais de richesse anonyme et vagabonde. Parce qu'il y avait une richesse, c'était la richesse des monastères, qui par le travail acharné, régulier, faisait fructifier des régions entières. Tout à fait. Alors, les grands monastères sont quelque chose d'extrêmement important. Alors, j'ai essayé d'en parler, parce que c'est un peu parallèle, visiblement, avec la question du progrès, puisqu'au cours de l'histoire, ces monastères sont supprimés dans le monde protestant, ne l'oublions pas, tout le monde doit être moine, mais aussi dans le monde de la Révolution française, évidemment, on les détruit, on les brûle, etc., et puis du communisme. Ces monastères, ils ont un rôle. Ils sont au sein de la cité terrestre, une préfiguration de la cité céleste. Et donc on y travaille, on y prie, on y accumule des biens immatériels, et on y accumule aussi des biens matériels. Mais on ne met pas on retient finalement cette puissance financière en dehors du temps. Et on ne l'autorise pas à se répandre dans la société et on la réinvestit immédiatement pour le bénéfice de l'entourage. On la réinvestit immédiatement. Il y a un livre remarquable qui explique parfaitement ça, c'est La richesse franciscaine. Oui. Et c'est un livre italien et qui montre que, en fait, ils ont inventé le premier capitalisme. Tout à fait. Mais qu'est-ce qui se passe? La fin du Moyen-Âge arrive, le Nouveau Monde, la Réforme. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il se passe surtout, à mon avis, de grands débats, de tumultueux débats qui semblent très idéologiques, très intellectuels, alors scientifiques quand même, parce qu'il y a la fameuse affaire Galilée, c'est-à-dire c'est un élément important, c'est pas le seul, mais l'Église, et en fait surtout Aristote, interdisait de penser la physique moderne, la physique de Galilée. Donc Galilée, qui est une affaire d'ailleurs très largement inventée par Voltaire, réécrite a posteriori par Voltaire. Comme arme de combat contre l'Église. Soi-disant, c'est le triomphe de la raison contre l'obscurantisme, la nuit du Moyen-Âge, etc. Alors tout ça, j'en parle, c'est trop long peut-être d'en parler, mais de l'évoquer ici, mais c'est loin d'être ce qu'on a dit. Néanmoins, il y a cette révolution copernicienne, donc, qui est menée par Galilée. Il y a aussi la grande évolution théologique avec le protestantisme qui est très important, mais aussi le courant inverse. Bon, alors on ne va pas trop en parler. Luther d'abord et surtout Calvin, bien sûr. Qui va transformer cet univers économique. Et là, de manière très paradoxale. Parce qu'en réalité, la base du protestantisme, j'irai pas plus loin dans le raisonnement théologique, mais la base du protestantisme est la prédestination. Donc Dieu décide de sauver ou de perdre des gens indépendamment de leurs actes, de leur libre arbitre. Donc ça devrait inciter à ne rien faire. Eh bien c'est un retournement, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'au contraire, dès le départ quasiment, Calvin dit bien, vous devez être de très bons professionnels, vous devez réussir dans les affaires, etc. Alors évidemment, il n'avait pas la vision... Et Dieu récompense les riches. C'est très complexe et c'est très illogique. Parce qu'en fait, on passe de la prédestination à la certitudo salutis, non compliqué. Certitude du salut. On a la certitude du salut. Et du coup, on agit, en fait. L'occidental, de toute façon, il agit. Mais on agit et du coup, on accumule les richesses et ça donne le protestantisme. Et là, je renvoie évidemment au livre classique de Max Weber qui explique que le protestantisme, de manière paradoxale peut-être, en tout cas est à l'origine de la révolution industrielle.
Alors, et de cet esprit du capitalisme. Voilà. Mais alors, ce que vous soulignez de très intelligent, c'est que Max Weber a prévu les excès de ce comportement, puisqu'il écrit « Ils iront jusqu'à ce que la dernière tonne de carburant fossile ait achevé de se consumer. » Et il écrit ça en 1902, donc avant la Première Guerre mondiale, avant à une époque où il y avait du pétrole dans les lampes à pétrole, plutôt qu'il y en avait dans quelques automobiles. Enfin, et donc, si vous voulez, c'est assez sidérant. Ça veut dire qu'il a... Ce qui est intéressant, c'est qu'il a pris simplement une philosophie religieuse, il en a tiré des conséquences en sociologue, c'est pas un idéologue. Et il a pas fait c'est pas un devin, c'est pas Nostradamus, c'est très précis. Il met droit au but, si vous voulez, et ça montre bien l'importance du fait religieux dans l'évolution de notre société occidentale. Ouais. Et vous montrez bien aussi comment une certaine Amérique est la caricature de ce progrès. Tout à fait, absolument. On a l'impression, d'ailleurs, on pense au film de Jacques Tati, Mon oncle d'Amérique. Bien sûr. Nos maisons en France. Mais aussi au Charlie Chaplin dans les temps modernes, évidemment. Bien sûr, dans les temps modernes. Alors, vous soulignez aussi, et vous montrez bien comment cet excès devient terrifiant. Charlot le montre parfaitement. La définition de l'Amérique, ce pays où trop n'est pas assez. Voilà. Mais vous soulignez, et ça c'est très nouveau et c'est jamais fait ces derniers temps, parce que vous le disiez dans votre enfance, dans votre jeunesse, votre père vous critiquait le progrès. Le mien faisait de même. Mais de nos jours, c'est une antienne qu'on n'entend plus. Vous soulignez l'idéologie totalitaire du progrès. Pouvez-vous développer? Alors d'abord, ce qu'il faut peut-être dire, c'est qu'il y a le progrès avec son visage capitaliste anglo-saxon, mais il y a aussi l'inverse, mais l'inverse rigoureusement, c'est-à-dire ce que nous avons connu, le communisme, auparavant la Révolution française, les Lumières, et paradoxalement, sans entrer dans les détails, mais c'est d'un point de vue chrétien, les racines chrétiennes sont l'inverse de la prédestination. C'est l'émancipation de l'être humain jusqu'à se passer de Dieu. Donc les deux visages du progrès, les deux spires du progrès vont se rencontrer brutalement, notamment au XIXe siècle, et l'émancipation de l'homme va partir dans l'autre sens, à cause d'ailleurs de l'esclavage du prolétariat. Et Marx, le marxisme, Hegel puis ensuite le marxisme, vont concevoir un progrès d'émancipation totalement matérialiste et qui aboutit aussi à une catastrophe complète. Il ne faut pas l'oublier non plus. La chute le communisme, ça n'a pas marché non plus. L'inverse du capitalisme, ça n'a pas marché du tout. Donc on est face à deux totalitarismes, l'un qui paraît dominé par un trop-plein de liberté, le libéralisme sauvage, mais qui esclavagise aussi l'homme, qui le fait vivre finalement... Oui, vous avez une phrase terrible. Vous dites « Les Américains ont les dents blanches, mais leurs pauvres n'ont pas de dents. » Voilà, c'est ça. J'ai jamais vu une phrase aussi drastique. C'est terrible, oui, j'en parle beaucoup, et notamment je critique, j'en profite pour critiquer le néoconservatisme américain en réalité, c'est-à-dire cette espèce de volonté d'avoir aucune protection sociale. Quand Barack Obama dit il faut un tout petit peu de sécu, il est considéré comme un communiste, comme un terroriste, comme un musulman. Les uns en font un peu Français, trop. À la limite. Les uns en font un peu trop et les autres pas assez. Bien sûr, on a des excès en France, bien sûr, de notre système, mais on n'arrive pas à trouver l'équilibre. Mais alors, ce qui est étonnant, c'est que l'idéologie du progrès s'appuie sur ce sens de l'histoire. On a vraiment l'impression qu'on est dans le plein communisme. Fra Angelico est beau aux yeux de certains critiques d'art contemporains, car il annonce la peinture moderne. Alors, un des domaines dans lequel il n'y a pas on sait bien qu'il n'y a pas de progrès, enfin, tout honnête homme le sait, c'est l'art. On sait bien que Fra Angelico, il suffit de regarder Fra Angelico pour dire que c'est indépassable. Bon. Et bien pourtant, la plupart quand vous allez à Florence par exemple, la plupart des brochures touristiques vont vous dire, ce qui est extraordinaire avec Fra Angelico, c'est qu'il annonce déjà la Renaissance. Il est étonnamment moderne, comme si Fra Angelico n'était qu'un maillon d'une chaîne avec le Moyen-Âge qui est moins bien et la Renaissance qui est mieux. Et parce que c'est l'obscurantisme de la peinture du Moyen-Âge.
qui soi-disant est figé, théologique, doré, il n'y a pas de nature, il n'y a pas d'arbre, etc. C'est hiératique, c'est tiré directement des textes sacrés, alors qu'il va y avoir une libération, et Fra Angelico serait une étape clé de cette libération. Non, Fra Angelico vaut par lui-même, et les génies de la Renaissance valent par eux-mêmes, indépendamment du chapitre suivant, qui va être la peinture, la grande peinture, le grand siècle, puis ensuite la peinture du 19e. Toutes ces étapes, tous ces moments ne sont pas des étapes, si vous voulez. Ce sont des moments qui valent en soi. Bon. Et vous soulignez aussi cette oppression. Avant, c'était le mal. Et maintenant et demain, c'est le progrès. Absolument. Donc il y a une espèce d'empire du progrès. Certains pays représentent l'empire du progrès. Donc ils sont le bien et les autres sont le mal. Il y avait deux empires principaux, l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques, et les États-Unis d'Amérique, qui étaient vraiment les deux monstres apocalyptiques qui ont failli d'ailleurs se tuer l'un l'autre. Et finalement, l'un est mort, Dieu soit loué, que le diable l'emporte, et l'autre ne va pas beaucoup mieux. Ne va pas bien. Et on pense qu'il faut s'en débarrasser avant qu'il ne se débarrasse de l'humanité. Voilà, chers amis de TV Liberté, vous avez compris combien ce livre est riche de réflexion et de savoir. C'est vraiment, vous balayez toute notre histoire, vous balayez l'histoire des religions, vous balayez l'histoire du monde et vous comprenez mieux l'apocalypse du progrès avec une préface de Frédéric Rouvillois, et c'est aux éditions Perspectives Libres. Merci beaucoup. Merci beaucoup Anne Brassier. Merci beaucoup. À très bientôt sur TV Liberté, chers amis.